Aurélie, donc on a décidé de t'inviter pour une interview aujourd'hui sur le portail Good Psy parce que nous nous intéressons aux maladies chroniques et nous avons décidé de travailler en particulier sur une maladie qui touche une à deux femmes sur 10, qui est l'endométriose, une maladie dont on entend davantage parler depuis quelques années. Et dans ce cadre, on a décidé de te poser quelques questions sur cette maladie parce qu'on souhaite peut-être mettre en place des groupes de parole autour de cette maladie. Et tu as été d'accord de te joindre, voilà, de venir pour cette interview, justement parce que c'est une maladie que tu connais, alors de par ton métier, parce que tu accompagnes les femmes dans ce parcours, car tu es naturopathe de formation. Donc, tu peux Oui. être amené à les accompagner pour les aider justement à prendre en charge cette maladie chronique. Mais tu es aussi sensibilisé à cette maladie parce que tu es toi-même atteinte de la maladie. Et on va parler de ça ensemble. Enfin, j'aimerais te poser quelques questions et puis tu auras aussi, toi, certainement des choses à nous dire. Voilà, donc je te laisse te présenter. Merci d'avoir accepté l'invitation et peux-tu te présenter un petit peu et quel est ton parcours? Ok, merci pour l'invitation. Alors moi, c'est Aurélie Salvador, donc je suis naturopathe dans le sud de la France. Je consulte à Castelnaudary, dans l'Aude, également à Tarbes et à distance. Je suis également auteure, donc mon premier livre, c'est le guide pratique de l'Endo-Girl, qui reprend un petit peu tous les conseils qu'on peut retrouver en naturopathie pour accompagner les personnes atteintes d'endométriose. Mon second livre qui est sorti il y a 15 jours, et c'est Endométriose, ma cuisine bienfaisante et naturelle. Là, dans ce livre-là, je reprends tous les conseils alimentaires qu'on peut mettre en place en cas d'endométriose et des recettes de cuisine, parce que justement, on est vite un petit peu perdu avec cette alimentation-là qui est très spécifique. Pour parler un petit peu plus de ma vie personnelle, donc moi j'ai vécu pendant 10 ans d'errance médicale, c'est-à-dire que j'avais des soucis gynécologiques, je n'arrivais pas à trouver de réponse. Je suis arrivée jusque dans un protocole de PMA à faire des FIV où je n'avais toujours pas les réponses, et c'est là en fait que j'ai demandé à avoir plusieurs avis et où on a posé enfin le diagnostic de l'endométriose. Oui, Et on c'est un sait petit que peu. c'est Oui, on sait que il y a une errance de diagnostic de plus ou moins 7 ans. Donc, on sait que pour des femmes, elles seront dépistées avant ces fameux 7 ans, mais pour d'autres, ce sera beaucoup plus tard, hein. Ça C'est peut être ça. bien plus, 10 ans, voire même des femmes qui sont diagnostiquées au bout de 20 ans. C'est ça. Mais ça a été Oui, mon cas. Ça a été très long parce que les premiers symptômes ne sont pas forcément les symptômes les plus reconnaissables pardon, de l'endométriose. C'est-à-dire j'avais des douleurs pendant les rapports. C'était le plus gros symptôme en priorité. Alors que je n'avais pas de douleur pendant mes règles. Pendant mes règles, c'était plutôt asymptomatique. Ça dépend en fait. Il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes avec des symptômes très différents de l'une à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à diagnostiquer. On en reviendra peut-être un peu plus tard, mais oui, il n'y a pas en tout cas, une endométriose, mais des endométrioses, hein. c'est ça, c'est ça. Et ça contribue un petit peu à ce à ce retard de diagnostic en tout cas. Et en plus de ça, c'est vrai que les professionnels en France étaient jusqu'à maintenant très peu formés. Heureusement, c'est en train de changer. Oui, on sait que maintenant, il y a des études. Alors, les causes de l'endométriose, c'est encore assez vague. Il y a plusieurs écoles. On sait que on nous parle de causes multifactorielles de la maladie, hein, peut-être que justement, est-ce que toi qui es naturopathe, tu peux nous décrire les principaux symptômes de cette maladie? Déjà, pour redéfinir rapidement l'endométriose, c'est une maladie gynécologique inflammatoire et chronique qui, comme tu disais, affecte une à deux personnes sur 10. Euh, Ça se caractérise en fait par la présence de cellules semblables à de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus, et ça crée effectivement des lésions inflammatoires. Les symptômes du coup sont souvent les douleurs,
notamment les règles douloureuses au moment des menstruations. Ça peut être aussi des douleurs au moment de l'ovulation. Il peut y avoir des douleurs pelviennes, lombaires. On a également des douleurs à la pénétration, ça c'est plutôt les dyspareunies pour le coup, mais pas seulement pendant l'acte sexuel, ça existe aussi au moment, par exemple, chez une femme, ça peut être très désagréable de poser un spéculum, ça va être très compliqué également d'insérer un tampon, voilà, ça peut également être ces douleurs-là à la pénétration. Oui, on sait On a qu'il y a des... tout un travail à effectuer avec les couples pour justement redéfinir. Souvent, les hommes, il y a tout un accompagnement hein, à faire aussi autour d'eux pour leur expliquer que c'est pas parce que, alors c'est un peu trivial dit comme ça, mais c'est quand même ça, c'est pas parce que la femme ne va pas avoir envie ce jour-là de relations sexuelles, c'est peut-être qu'elle a des douleurs que ça abîme le lien amoureux. Il faut juste Oui, beaucoup communiquer. C'est-à-dire que ça ne remet pas en question le lien amoureux qu'elle peut avoir pour l'homme, mais il faut essayer c'est vraiment, on voit qu'il faut vraiment essayer de communiquer dans le couple et leur apprendre à communiquer parce que finalement, si c'est pas à ce moment-là, il y aura d'autres moments où la femme aura moins de douleur. Enfin, c'est comment on apprend à s'apprivoiser autour de la sexualité en couple aussi. c'est Enfin, ça. je ne sais pas quoi ce que tu penses par rapport à ça. Tu as peut-être des choses à rajouter, toi qui Mais accompagnes les femmes. dans un sens, c'est vrai que je leur dis de le prendre. Alors, bon, je sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais en tout cas, c'est de le prendre comme une chance parce que c'est une façon de redécouvrir une nouvelle sexualité et pas forcément de la sexualité qu'on apprend ou qu'on a en tête d'office, en fait, parce qu'on est dans une société très patriarcale et du coup, en fait, c'est des pénétrations, jouissances, voilà. Mais il y a tellement de choses à développer autour de sa Bien sexualité pour sûr. s'épanouir que voilà, faut pas que ce soit un frein. Faut effectivement, comme tu dis, la communication, c'est la base vraiment du couple, hein. Donc, Et on sait il y a des positions qui seront plus douloureuses que d'autres pour la femme. Donc ça aussi, c'est comment le couple parle ensemble de la sexualité, quoi. exactement. Surtout que, et au-delà des positions, d'une période à une autre, ça peut changer. Donc, c'est vrai qu'il faut Autour du toujours être, cycle. c'est ça, au cours du cycle, il faut toujours être à l'écoute de soi, pouvoir de suite le dire, échanger avec son partenaire pour pouvoir justement réajuster en fonction. Donc le maître mot, c'est se parler, ne pas rester dans des blocages, réussir à même à se faire aider s'il faut, hein, parce qu'il y a aussi des spécialistes qui peuvent soutenir, psychologues, sexologues, Oui. les gynécos aussi à l'écoute de cette maladie. Ouais. Oui, même en naturopathie, c'est des sujets qu'on va pouvoir venir aborder, de trouver des solutions. Il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place en tout cas, très spécifiques à la sexualité. Ouais. Donc, je t'ai coupé, Oui, tu parlais des différents symptômes, je te laisse reprendre. oui, du coup, alors oui, et effectivement, il y a d'autres symptômes. Donc, il peut y avoir également des troubles digestifs. Ça, c'est souvent la conséquence de lésions qui sont à proximité du rectum. Il peut y avoir des troubles urinaires parce qu'effectivement, il y a la vessie qui est pas très loin de la zone. Il y a également des douleurs neuropathiques, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'en plus des douleurs physiques, il y a des nerfs qui peuvent être atteints et causer des douleurs neuropathiques qui vont être encore plus compliquées à gérer. Donc, Il y a elles également n'hésitent pas, les femmes, à aller en consultation en centre de la douleur quand les douleurs sont trop invalidantes et quand il y a des douleurs neuropathiques. oui, c'est important de le rappeler. Oui. Et ensuite, on a également des saignements. Alors, saignements très abondants, voire hémorragiques. Ça, c'est assez fréquent en cas d'endométriose. Il peut y avoir des saignements entre les règles. Là, ça va être plutôt des spottings. Euh, voilà, c'est des saignements qui peuvent effectivement entraîner aussi des carences en fer. Donc, c'est des choses qui vont être à surveiller. Je n'ai pas parlé de la fatigue chronique parce que c'est un des symptômes qui est très peu quantifiable et à la fois c'est un des symptômes qui est très présent chez la plupart des personnes atteintes d'endométriose. Donc c'est aussi important de le prendre en compte et d'y faire attention, même si la fatigue, pour le coup, la seule chose qui réellement apporte un bienfait, c'est le repos, hein. Il n'y a pas de secret sur ça.
C'est important d'en parler de la fatigue chronique parce que c'est un symptôme qui est peu compris par l'entourage, parfois proche, qui comprend pas que la Mm. veille ou 2 heures avant, la personne était en pleine forme et en une minute, enfin en 1 heure, elle a besoin de se poser, de se reposer et elle peut plus rien faire. Et ça, et ça peut être avoir besoin d'aller se coucher pendant 2 heures, mais ça, l'entourage doit le comprendre. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut rappeler à l'entourage et l'employeur aussi, dans le monde du travail, c'est important que cette maladie sorte de l'ombre parce que certaines femmes vont être considérées comme un peu chochottes, un peu ces femmes qui s'écoutent, qui a toujours ses douleurs. Enfin, elles ont entendu ce genre de phrases, certaines, et il faut reconsidérer que c'est pas aussi simple que ça, que c'est une vraie maladie, c'est une maladie chronique et avec laquelle elles doivent vivre, elles doivent composer. C'est ça. C'est effectivement ça, en plus, ça a un impact aussi au niveau du sommeil parce que, alors du coup, les troubles de sommeil, c'est pas un symptôme direct de l'endométriose, mais ça peut y contribuer dans le sens où on peut avoir des réveils fréquents pour des envies d'uriner, des douleurs, etc. Et ça travaille aussi au niveau de la fatigue parce qu'on n'a pas de sommeil récupérateur. Donc ça ne fait qu'intensifier, c'est un peu un cercle vicieux. Et si on n'arrive pas à s'écouter suffisamment pour prendre ces temps de pause et s'imposer ces temps de pause, ça va vite devenir compliqué. Mm. C'est les symptômes, je te laisse continuer. Oui, oui, mais du coup, j'enchaîne avec les symptômes aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a également tout ce qui est déprime, dépression, parce que ça va un petit peu, c'est la continuité en fait de la fatigue chronique, je pense. Bien sûr, Où, c'est une maladie qui a de grandes répercussions physiques, mais aussi psychiques. oui, 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 c'est pour ça que c'est très important d'avoir une prise en charge globale. Alors, dans la naturopathie, effectivement, ça, on le voit. Mais effectivement, dans la médecine allopathique, ça serait bien aussi de prendre en charge le côté ben, mental, quoi. Parce Psychologiques. qu'effectivement, les douleurs sont tellement invalidantes, l'incompréhension de l'entourage, on se sent vite isolé. Déjà, il y a un repli sur soi qui se fait naturellement parce qu'on ne peut pas suivre le rythme d'une personne lambda. Et on a besoin, en fait, de vraiment se sentir soutenu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel. Tout à fait. De consulter un psychologue ou de se rapprocher des associations et Oui, de regarder les groupes de parole qui existent dans les centres dédiés, parce qu'il y a des centres dédiés. Il y a le centre de l'endométriose Paris-Saint-Joseph, par exemple. Je sais qu'ils font de la sophrologie, et aussi il y a des réunions d'information et des groupes de parole. Et il faut pas hésiter. Il faut pas rester dans l'isolement avec cette maladie. oui. Et je terminerai sur un autre symptôme qui est assez important aussi, parce que moi, du coup, c'est comme ça que j'ai été diagnostiquée, c'est l'infertilité. Alors, les études, ils estiment que ça touche à peu près 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose qui vont connaître des problèmes de fertilité. Et d'ailleurs, c'est souvent à l'occasion d'un bilan de fertilité qu'on s'aperçoit qu'il y a de l'endométriose. Donc voilà, ça peut également avoir des conséquences sur la reproduction. Bien sûr, tout ça, ça crée forcément un tsunami, hein, l'annonce d'un diagnostic comme ça, parce que souvent, ce sont quand même des jeunes femmes qui découvrent qu'elles sont atteintes lors d'un bilan de fertilité et que, il peut y avoir beaucoup d'anxiété, d'angoisse sur la suite. Souvent, les jeunes femmes vont anticiper et comment ça va se passer. Le conseil qu'on peut leur donner, c'est de ne pas anticiper, ce qu'il va falloir alors se faire bien entouré auprès d'un service de PMA. Enfin, les gynécologues connaissent, donc il faut se faire accompagner par un bon gynécologue qui est spécialisé en PMA, euh, mais se faire bien entourer, mais ne pas se mettre une pression incroyable sur il faut tout de suite tomber enceinte, il faut pas tomber là-dedans. C'est-à-dire il faut réussir à continuer sa vie tout en essayant de se détendre, mais ça peut être difficile, donc il ne faut pas hésiter à verbaliser ses angoisses en séance chez un spécialiste, un psychologue, sexologue, gynéco s'il est à l'écoute. Parfois, il y a des médecins généralistes très à l'écoute, mais il faut quand même un Oui. spécialiste, aller consulter un spécialiste de l'écoute. C'était vraiment ce parcours entre les premiers symptômes
et jusqu'au diagnostic, parce qu'au final, le jour où j'ai reçu mon diagnostic, pour moi, ça a été un soulagement de enfin, j'ai une réponse, quoi. J'étais pas folle. Donc, c'est vrai que pendant des années, j'ai eu des symptômes, des douleurs pendant les rapports, des saignements entre les menstruations, tout un tas de choses. Et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais sauf que quand j'allais voir un professionnel, un gynécologue, je n'avais jamais les réponses. Enfin, j'étais soit c'était dans ma tête, soit il fallait que j'aille voir un psy. Alors, bien sûr que je suis allée voir des psys parce que je me disais, ben, si c'est ça la solution, si ça suffit à régler ma problématique, alors mais j'y vais tous les jours s'il faut, parce qu'en fait, on est tellement dans une telle souffrance que c'est hyper dur de s'entendre dire que c'est dans nos têtes et puis de voir que du coup l'entourage ne nous croit plus non plus en fait et on passe pour la personne qui est chochotte, comme plein de personnes atteintes d'endométriose l'ont déjà entendu, qu'on est douillette ici et là quoi. Donc ça a été Maladie vraiment imaginaire. Ouais. c'est ça. C'est ça, que c'était psychologique, que si. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie la plus compliquée où on s'isole, effectivement. Et en fait, on a plus envie, quoi. Il y a tellement, on est tellement en décalage avec le reste de notre entourage, c'est compliqué. Et en plus de ça, le fait de s'entendre dire par des professionnels que c'est dans nos têtes, que si, que là, et puis de voir en fait on n'est pas écouté parce que réellement, un diagnostic d'endométriose, en posant les bonnes questions, on peut déjà être à 90% sûr que c'est réellement une endométriose. Il n'y a même pas, voilà, un vrai professionnel saura le Oui, déceler rien qu'en discutant. docteur Petit à l'hôpital Saint-Joseph disait quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire une jeune fille au collège ou au lycée qui est absente tous les mois, qui ne peut pas se rendre à l'école quand elle a ses règles, qui est obligée de rester alitée chez elle ou qui passe la journée à l'infirmerie. On est sur 9 chances sur 10, on a 9 chances sur 10 qu'elle soit atteinte d'endométriose. Donc c'est quelque chose qui doit alerter les enseignants aussi, les infirmières scolaires. Enfin, tout le système pédagogique, éducatif autour des jeunes filles doit être ouverte à cette question, enfin, à cette maladie, doit en connaître Oui, les signes. oui, oui, surtout que c'est des signes assez marquants. C'est vrai que c'est. Alors, bon, après, comme on disait tout à l'heure, il y a différents symptômes, différents niveaux. Mais effectivement, il y a des jeunes filles qui viennent d'avoir leurs premières règles et qui sont de suite dans des états complètement invalidant où elle va avoir des nausées, des évanouissements, ce genre de choses. Enfin, non, on est sûr que là, pour le coup, c'est quasi certain que c'est de l'endométriose. Donc, c'est un peu dommage d'aller voir un gynécologue qui est censé être spécialisé sur ce sujet-là et de s'entendre dire, ben non, c'est dans la tête et tout ça. Non, ça s'invente pas, quoi. Donc, Oui, et ça, j'entendais c'est. J'entendais que alors les femmes, elles ont il faut rappeler, hein, des douleurs diffuses, c'est-à-dire quand elles font une crise d'endométriose, elles vont avoir très mal au niveau de ces douleurs pelviennes, donc du ventre, et ce sont des douleurs irradiantes, donc elles ont des douleurs au ventre et au dos. Et alors certaines débarquent aux urgences. Alors c'est pas aux urgences, mais elles savent plus quoi faire, hein, donc on rappelle que c'est important de faire un dépistage, de demander un dépistage si on a des doutes. Et de faire une Oui, IRM pelvienne, voilà, de demander, parce que c'est l'examen ou une échographie avec un bon échographe, mais ce sont les deux examens de référence qui permettent de diagnostiquer l'endométriose. Mais nombreuses sont celles qui sont arrivées aux urgences avec des douleurs invalidantes, enfin, elles arrivent pliées en deux aux urgences. Et c'est vrai qu'aux urgences, eh ben, on va pas leur faire une IRM approfondie, on va leur faire une prise de sang, ben, la prise de sang, elle est bonne, on va leur donner des antidouleurs, elles vont être soulagées tout de suite, très rapidement de leur douleur. Elles vont rentrer chez elles et elles ne sont toujours pas diagnostiquées. Et elles repartent dans la nature. Donc c'est un peu ce cercle vicieux qu'il faut casser, mais en même temps il faut bien qu'elles trouvent les bonnes portes ou enfin, les bonnes personnes à leur écoute. Donc qu'elles demandent un dépistage si elles sont et quand beaucoup ont entendu aussi Mademoiselle, les règles ça fait mal, c'est douloureux. Donc ça ce sont des phrases aujourd'hui c'est pas entendable, il faut aller au-delà de c'est cette ça. phrase. Voilà. Alors, je compléterai par rapport à l'IRM, justement, de se renseigner et d'aller vraiment dans des équipes qui sont spécialisées dans la détection de l'endométriose parce que on peut aller faire un IRM et la personne peut
pas forcément être formé à lire l'image spécifique à l'endométriose. Donc voilà. Oui, il y a même le docteur Petit de l'hôpital Saint-Joseph disait, c'est pas parce qu'on vous a dit qu'on ne lisait rien à l'échographie ou à l'IRM qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il y a des lésions qui sont difficilement visibles. Enfin, il faut un œil expert. Donc, demander deux avis s'il faut et aller dans des centres dédiés. Enfin, c'est vraiment ce qu'on peut dire aux femmes, c'est qu'il faut avoir une démarche active autour de cette maladie. Oui. Faut pas avoir peur de déranger les professionnels de santé, de redemander, de poser les questions, même si vous sentez un agacement en face. Non, il faut avoir les réponses. Je ne sais Exactement. pas ce que Alors tu en justement, penses à je vais ça. complètement rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que j'ai effectivement, moi j'ai insisté parce que je voyais bien que j'avais fait une première FIV qui n'avait pas fonctionné. J'ai fait une seconde FIV qui n'avait pas fonctionné. Je voyais, moi, entre les protocoles, mes symptômes, ils explosaient. Enfin, j'étais en crise non-stop. Et j'en ai parlé donc au gynéco qui me suivait à ce moment-là et je n'étais mais pas du tout écoutée. Et enfin, je le sentais complètement détaché de la situation. Et puis, il me represcrit le même protocole. Je lui ai dit, non, non, ça va pas se passer comme ça. Je demande d'avoir plus d'examens. Et en fait, il n'était pas OK. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, je récupère mon dossier médical et je vais voir ailleurs, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai été diagnostiquée. Mais il ne faut pas hésiter parce que c'est pas parce qu'on a des médecins en face, ou des gynécologues, des professeurs. On sait mieux que personne en fait nos ressentis dans notre corps, donc il faut pouvoir se faire confiance et ne pas hésiter à demander notre avis, peu Tout importe à quoi. fait, je crois qu'on a répondu à notre question. Qu'aurais-tu envie de dire à une jeune fille, une jeune femme qui découvrirait qu'elle est atteinte de cette maladie? Enfin, bon là, si elle a découvert qu'elle avait cette maladie, on l'a enfin diagnostiquée. Et celles qui ont des doutes, si il faut qu'elles aillent voir les bons médecins, les bons spécialistes. Et quand une jeune femme apprend qu'elle est atteinte, c'est pareil. Là, on pourra dire que elle est un peu il faut qu'elle aille demander les informations parce qu'on peut lui donner juste le diagnostic avec peu d'informations. Hein, parce que Oui, elle demandera est-ce que j'aurai des difficultés à avoir un enfant? On va lui répondre on ne sait pas, on ne peut pas vous dire. Donc elle repart avec ça. On lui dira il existe la PMA oui, oui, si oui, c'est difficile. c'est vrai. On entend souvent aussi dire à une jeune fille qui vient d'être diagnostiquée, ouais, il faudra pas trop attendre. Mais oui, mais enfin, non, c'est hyper Oui, complexe, il ne donc faudra ouais. pas trop attendre. Après, chacune a sa vie et voilà, elle fait comme elle veut. Et c'est vrai que c'est une maladie où les femmes sont très encadrées, très entourées par le milieu médical. Et ça peut être difficile entourées parce que le dépistage et les rendez-vous gynéco sont plus fréquents. Mais après, si elle est dans un parcours de PMA, elle est aussi très encadrée par le milieu médical. Donc, il faut trouver je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais un médecin où il y aura une vraie alliance thérapeutique, un vrai lien avec le médecin pour avancer dans ce parcours. Je ne sais pas comment tu vois ça, mais où une bonne équipe, un centre dédié, ils en ouvrent, hein, ils sont en train d'avancer Oui, là-dessus. oui, ben, je suis complètement d'accord en fait. Et alors, par expérience, il faut enfin, il y a un feeling qui se fait en fait, tout simplement. Il faut pouvoir se sentir entendu et écouté par la personne qu'on a en face, se sentir bien dans cette équipe-là parce que c'est pluridisciplinaire de toute façon. Hein. Et voilà quoi. Donc ça va être hyper important parce qu'on sait que justement, si on a une inquiétude, une question, on va pouvoir envoyer un mail ou autre et on va avoir une réponse. Donc ça, c'est primordial. On rappellera que quand même la qualité de vie va beaucoup jouer sur cette maladie, même si on ne peut pas toujours choisir ses horaires de travail, etc. Qu'on peut avoir un métier fatigant. Il y a certaines femmes qui sont debout toute la journée, mais il faut quand même expliquer que que quand même la qualité du sommeil, l'exercice physique, enfin, il y a pas mal de choses naturelles qu'on peut mettre en place, une Oui, alimentation avec moins de produits inflammatoires, mais chacune peut aller se renseigner. Il y a des aliments qui créent de l'inflammation. On sait qu'il faut essayer de les éviter, même si on n'est pas obligé d'enlever tous les aliments qui font plaisir. On rentrera pas dans le détail, mais on peut quand même dire aux jeunes femmes qu'il existe des solutions pour améliorer la qualité de vie et puis faire confiance à son médecin traitant ou son gynéco parce que quand même, alors ce qu'on va leur donner
comme médicament, c'est souvent les traitements hormonaux, mais il faut laisser un petit peu faire les médecins parce que parfois un traitement hormonal permet aussi vraiment de limiter les douleurs et de permettre de reprendre une vie quasi normale et que faut pas s'en passer non plus. Enfin, voilà, il y en a qui sont pas trop pour les traitements hormonaux, mais chacune fait un petit peu sa cuisine, mais il s'agit aussi de voir ce que les médecins ont à proposer. Je sais pas comment tu vois ça. Oui, ça peut être tout à fait complémentaire. C'est-à-dire que moi, en naturopathie, j'accompagne tout type de femmes, en fait, des personnes qui sont sous traitement hormonal, d'autres qui ont fait le choix de ne pas l'être du tout. Dans les Ouais, deux cas, c'est possible d'apporter aussi d'autres solutions. Donc, effectivement, on met en place l'alimentation ouais, spécifique. Grosso modo, c'est une alimentation anti-inflammatoire. Donc, on va enlever tout ce qui est après, ça dépend toujours des personnes suivant le ressenti, mais c'est vrai que le gluten, le lactose, le sucre, tous les plats industriels, c'est des choses qui vont vraiment, si on les mange en quantité, ça va plus être traité de la même façon par le corps. ouais. Et pareil avec de la phytothérapie, donc il y a plein de plantes qui peuvent aider, mais là aussi, on va aller voir vraiment la personne, qu'est-ce qu'elle a mis en place. Déjà, par exemple, s'il y a effectivement un traitement hormonal déjà en place, on va éviter certaines plantes. Par contre, on va pouvoir aider avec des huiles essentielles, ce genre de choses, pour limiter les douleurs, les ballonnements, ce genre de... Voilà. C'est complémentaire. Euh, Donc il le faut juste conseil, en parler. il faut juste en parler, s'entourer d'un bon médecin généraliste, d'un bon gynécologue et d'un bon naturopathe et d'un bon psychologue, si Oui, possible. Voilà. oui, parce que c'est la prise en charge émotionnelle, elle est, mais pour moi primordiale, mais de toute façon, hein, on le voit, le stress ne fait qu'accroître, pardon, les symptômes de la maladie, enfin, l'inflammation et tout ça. Donc c'est vrai que déjà, si au niveau Oui, émotionnel, on a un suivi et que c'est OK, qu'on arrive à parler, à poser les choses, ça va grandement aider. oui, forcément, sur une maladie chronique comme ça, il y a une usure, il y a une vraie, il peut y avoir une vraie détresse psychologique et il faut l'entendre parce que la maladie chronique, on vit avec elle. C'est-à-dire, il y a une usure qui peut se mettre en place, une usure psychologique. Il peut y avoir des épisodes dépressifs dans une maladie chronique, dans le parcours d'une maladie chronique. Et ça, c'est important de repérer et de se faire accompagner, de pas avoir honte, Alors, merci les réseaux sociaux parce qu'en fait, je connaissais pas l'endométriose avant. Euh, c'est en discutant justement avec d'autres femmes qui étaient en PMA que je me suis dit, quand même, certaines, on a des symptômes similaires et puis elles sont diagnostiquées endométriose. Donc peut-être que, et c'est pour ça que j'ai poussé un peu plus mes recherches. Ça, vraiment, ça a été aidant parce qu'on a pu, le fait de savoir, d'avoir les mêmes ressentis, de se comprendre, c'est hyper important. Mhm. Et puis après, bon, qu'est-ce qui m'a aidé aussi, la naturopathie, forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que dès que le diagnostic a été posé, j'ai pu réadapter mon alimentation. Bon, je faisais déjà attention parce que j'étais naturopathe avant, mais j'ai adapté des petites choses. J'ai mis en place un protocole de phytothérapie et c'est comme ça que moi, je me suis accompagnée. Parce que du coup, depuis que j'ai été diagnostiquée, j'ai jamais été sous traitement hormonal, hormis pendant la période de justement des fibres. Voilà. Oui, Donc on ça, peut c'est vrai dire que aux c'est des femmes choses qui... de bien s'écouter autour des traitements hormonaux ou chimiques ou voilà. C'est que finalement, il y a des femmes qui sont très améliorées avec les traitements hormonaux, d'autres que ça change pas grand-chose. Enfin, voilà, chacune doit quand même, il faut quand même, voilà, s'écouter par rapport à ça. Alors certaines endométrioses agressives ne, ne, ne permettent pas d'arrêter les traitements hormonaux, hein. Je pense notamment Oui, aux endométrioses digestives où là, il faut vraiment continuer. Enfin, ça peut être dangereux de ne pas prendre notre traitement hormonaux, mais pour des endométrioses moins agressives, placées à d'autres endroits, les questions se posent et c'est important d'avoir voilà, une réflexion autour de ces traitements. oui, c'est ça, c'est de demander conseil auprès de son médecin, demander conseil auprès Mm, de son naturopathe, de son psy aussi, pourquoi pas. mm, Enfin, ça fait partie en fait de son. Après, bon, c'est une décision personnelle, mais en tout cas, ça fait partie du cheminement qu'on doit faire chacune. mm. Tout à fait.
C'est important. Les médecins et même certaines patientes ont relaté des endométrioses qui ont flambé lors d'un choc traumatique, d'un deuil traumatique. Et il faut savoir que l'état émotionnel sur les maladies chroniques joue, c'est-à-dire qu'on sait quand même que dans le parcours de la vie de quelqu'un, il va y avoir des épreuves et que certaines épreuves ont pu majorer des endométrioses, voire certains médecins disent endométriose qu'on n'avait pas repéré, qui était là à bas bruit, qui flambe lors d'un choc traumatique ou même lors d'un deuil traumatique. Certaines femmes peuvent vivre un deuil traumatique. Il faut le savoir que l'état émotionnel va jouer même sur les symptômes. Tu as parlé du stress et c'est vrai que selon la période de la vie, les endométrioses peuvent être plus actives qu'à d'autres périodes. Et souvent, les femmes, elles vont dire, c'est vrai que je n'arrête pas, j'ai énormément travaillé. Il faut savoir que, euh, elles ont des limites à se poser assez tôt et elles doivent apprendre à beaucoup s'écouter en termes de fatigue et que le curseur, elles sont obligées de le placer. Parfois, il n'est pas au même endroit que la copine, que la collègue, parfois même pas au même endroit que le compagnon. Mais ça, il faut réussir à bien parler à ses proches. Je ne sais pas, C'est qu'est-ce que ça. tu en penses de ce que je dis? Oui, oui, Ça te parle? complètement d'accord dans le sens où, oui, il faut pas se comparer aux autres, en fait. Faut Tout à oublier fait. ça. Et se trouver justement son équilibre personnel. Alors, ça prend du temps, que ce soit effectivement pour la fatigue, son rythme de sommeil, que ce soit pour l'alimentation. Ça prend du temps, c'est certain, mais petit à petit, on y arrive et puis c'est là qu'on gagne en qualité de vie. Et puis, comme tu disais, aussi au niveau du stress, des traumas vécus, c'est clair que c'est une des causes qui est évoquée, en tout cas pour l'endométriose. Pour moi, l'endométriose, c'est une maladie qui est multifactorielle, donc il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, hein. Mais il y a quand même une part de ces traumas-là. On peut penser, alors les études continuent et puis on va s'intéresser à tous ces sujets, que c'est une maladie multifactorielle. Il y a plusieurs paramètres qui vont créer la maladie et qui vont créer un terreau favorable au déclenchement de la maladie et des symptômes, hein. On peut penser ça. Oui, Après, en psychologie, il y a aussi toute la clinique en psychosomatique et on sait que certaines maladies chroniques euh, euh, vont se déclencher à des moments de vulnérabilité au niveau immunitaire dans la vie. Et on peut penser que des dysfonctionnements des cellules immunitaires, il y a une similitude entre l'endométriose et certaines maladies auto-immunes. Évidemment, l'endométriose, c'est pas que ça, mais on peut penser que une fragilité immunitaire peut être aussi le creuset de l'endométriose et qu'une fragilité immunitaire peut se déclencher à des moments d'impasse dans la vie de l'individu. Impasse, ça peut être un deuil, un choc traumatique, un épisode dépressif. Enfin voilà, il y a mais ça, il faudra qu'on le développe. oui. Voilà, parce qu'ils travaillent là-dessus, mais euh, on a parlé de d'autres maladies chroniques, mais peut-être l'endométriose aussi. On peut retrouver des similitudes avec d'autres maladies chroniques un peu la personnalité des patients. Mais en plus, l'endométriose, c'est une maladie encore qui n'était pas beaucoup étudiée jusqu'à maintenant. Ça commence à se développer, donc là, on découvre encore plein de choses. D'ailleurs, On découvre la plein de définition, choses, c'est tout ça, à les fait. causes sont en train d'être recherchées. Voilà, donc il va y avoir encore beaucoup de choses à creuser là-dessus et ça va être intéressant, ouais, de voir un petit peu les causes. Et, Donc, et puis de pas faire l'amalgame quand on parle de maladie psychosomatique, on dit attention, c'est qu'il y a une vraie maladie identifiable avec des lésions identifiables, des lésions au niveau pelvienne, au niveau du système digestif, de l'utérus, des trompes, etc. C'est une maladie vraiment identifiée au niveau des IRM. C'est pas une maladie. Les femmes, elles s'entendaient dire que c'était psychosomatique dans leur tête, mais non. Psychosomatique, ça veut dire que les troubles, les difficultés psychiques, les traumas, les deuils traversés peuvent déclencher, peuvent être un terreau favorable au déclenchement d'une maladie chronique.
Et on trouve aussi dans d'autres maladies chroniques ces problèmes. On peut trouver dans la polyarthrite, on se demande si c'est les polyarthrite rhumatoïde qui ressemblent beaucoup à l'endométriose dans le déclenchement de la maladie. Bon, mais ouais, Par aurais-tu rapport envie aux de questions. développer autre chose? Est-ce que tu voudrais conclure sur quelque chose? Montre-nous la couverture de ton livre. Je l'ai pas vu, moi. Je Alors, l'ai, j'ai- Ah, il est je sais beau. pas si tu les vois bien. Endométriose, ma cuisine bienfaisante et naturelle. Alors, j'essaie de te montrer, je sais pas si on voit tout, mais enfin, les photos sont sublimes parce que Azilis avait déjà travaillé avec moi sur le premier livre et on a retravaillé ensemble sur. Elle a refait les photos de ce second livre et ouais, je suis Ah, il est beau, hein. ravie. Ah, il est beau, hein. Ah, Voilà, c'est magnifique, hein. histoire de donner envie de manger bien et voilà Ouais, quoi, on peut et de se se faire soigner, plaisir, et se soigner en même temps. Parce c'est que la ça. nourriture, c'est quand même, voilà, important. Mais je crois que les gens ont compris, hein, ça, ces dernières Oui, oui, années. oui, de plus en plus, oui. De plus en plus, que des fois, c'est des choses simples, des recettes simples, se faire plaisir, et pas tout de suite se jeter sur le médicament. Parfois, le médicament, il est dans l'assiette. Prendre soin de soi. C'est ça. Et pourtant, on n'a rien inventé, hein. Ça, c'est Hippocrate qui le disait déjà. Oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Bon, Aurélie, je crois qu'on a fait le tour. Ok, Euh, Et puis, peut-être que les jeunes filles, ça touche forcément les règles, c'est un peu tabou. On peut aussi dire ça, hein, que c'est une maladie qui, pendant longtemps, n'a pas intéressé la médecine parce que ça touchait les femmes, les règles, qu'elles se plaignaient beaucoup et que c'était pas une maladie forcément très intéressante. C'était un c'est ça. problème de femme. Pendant longtemps, les femmes, elles n'ont pas été écoutées. C'est toujours un petit peu le cas, mais, mais c'est vrai que pour le coup, c'était difficile pour une femme, et encore plus pour une jeune fille, d'aller voir un médecin et de dire ben, ça va pas pendant mes règles. Donc là, les choses sont en train de changer. C'est vrai que l'éducation, que ce soit par les infirmières dans les écoles, etc., ça permet aussi de s'ouvrir à ça. Je sais qu'elles ont été formées, là, justement, il n'y a pas longtemps, par les associations pour ce sujet-là. Et au moins, déjà, ça permet d'ouvrir la parole. Et ça, c'est important. Oui, on terminera là-dessus. J'allais oublier ça, et on en avait parlé ensemble, que parfois dans les familles, elles avaient des mères qui souffraient terriblement pendant leurs règles, qui ont toujours eu mal au ventre à leur âge, des grands-mères qui ont été pliées de douleur et aussi pendant leurs règles, et que elles se sont transmises de génération en génération le fait que de toute façon, les règles, ça faisait mal, que c'était douloureux. Et donc, on apprend après coup, hein, qu'elles ont les mères parfois eu des difficultés à tomber enceinte, mais bon, ça finit par arriver, et qu'elles étaient elles-mêmes atteintes de l'endométriose, mais que ça s'était pas diagnostiqué à l'époque, et on pouvait vivre avec une endométriose symptomatique jusqu'à la ménopause, parce qu'on sait qu'à la ménopause, les douleurs s'arrêtent. Et malheureusement, eh ben, elles se sont transmis que les règles, ça fait mal, alors que c'est pas normal d'avoir mal comme ça, hein. C'est ça. C'est aussi des choses qui sont transmises de génération en génération sur des règles symptomatiques qui étaient pas normales puisqu'il y avait une endométriose dans la famille finalement. Parce qu'on Oui, sait c'est qu'il y a une ça. origine génétique aussi à la maladie, hein. Oui, il y a une cause génétique où effectivement on voit que dans des familles où il y a une femme qui est déjà atteinte d'endométriose, potentiellement sa sœur, sa maman, sa grand-mère va effectivement, enfin, en tout cas où la petite fille va avoir plus de chances d'avoir une endométriose. Donc ça c'est aussi quelque chose à explorer, de Oui, savoir. Mais comme tu dis, après c'était pas diagnostiqué, on n'en parlait pas. Et souvent c'est qu'il y a eu des règles, souvent on ne disait pas si on avait mal ou pas. Elle a ses règles, voilà. C'était là, défini c'est comme règles, ça. tout à fait. Et les jeunes filles, certaines jeunes filles ne sont pas à l'aise pour en parler à leur mère, on peut comprendre, et il faut, si regardent la vidéo, on pourrait leur dire d'aller voir une personne référente de confiance. Ça peut être l'infirmière scolaire, ça peut même être une enseignante. Il y a des enseignantes qui sont très ouvertes, enfin, ça peut être le médecin traitant, mais si c'est pas leur mère, il faut oser aller en parler à une autre femme. Je sais pas ce que tu en Oui. penses de ça.
Je rajouterais, ouais, elles peuvent regarder aussi sur internet les associations. Il y a Tout à fait. Endo-France, hein, Endo-Mind qui Oui, peuvent aider, ou elles peuvent trouver ouais, des groupes de parole. Elles peuvent échanger avec des référents justement de l'association. Et il y a plein de choses qui sont organisées maintenant. Là, justement, le mois de mars, ça va être le mois de sensibilisation. Donc, il y a plein d'événements qui sont organisés en France et qui permettent de mieux connaître, de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Et, euh, et puis, voilà, tout ça, c'est important de pouvoir justement en parler. tout à fait. Bon, ben, je te remercie de ta contribution sur la plateforme Goût de Psy. Nous, on a l'envie de mettre en place des groupes de parole en ligne pour les personnes qui souhaiteraient parler de leur maladie et pouvoir trouver un endroit soutenant, enfin, et puis le partager avec d'autres patientes. Voilà, je suis contente que tu aies accepté notre invitation. Mais avec plaisir.